Monsieur Tesson, on va donc parler avec vous. Vous êtes là pour nous parler de votre expérience de l'hôpital. On va commencer par quelques questions sur l'accident lui-même, ce qui vous a conduit à faire cette expérience, puis l'hôpital et puis la guérison. Et ensuite, on va passer au dialogue avec le public d'abord. Béatrice a rappelé un peu cet accident, mais c'était vraiment pas de la petite bière, si j'ose dire, puisqu'en 2014 à Chamonix, je rappelle que vous êtes tombé d'un toit d'une hauteur de 8 mètres. Vous en êtes ressorti tout cassé, si j'ose dire. Pronostic vital engagé, 2 arrêts cardiaques, une vingtaine de fractures dans le corps, dans le crâne. Vous aviez des morceaux de côte dans le corps. Vous allez traverser 10 jours de coma artificiel, plusieurs opérations, des mois d'hospitalisation. On va vous mettre des vis dans le crâne, comme l'a dit Béa, une feuille d'or dans une paupière. Vous perdez la moitié de l'audition, de l'odorat. Vous êtes vraiment pas raté, si j'ose dire. Hein. Et pourtant, vous en êtes sorti. C'est assez fort de se sortir de ça. Qu'est-ce que vous vous dites dans un moment comme ça? Est-ce que ça n'était pas votre heure? Et est-ce que ce genre de choses, c'est mon heure ou c'est pas mon heure, qui est un peu l'adage commun, c'est des choses qui existent dans votre esprit? Est-ce que vous pensez que c'est écrit dans un grand livre quelque part? Je vous donne votre micro. Alors écoutez, avant de répondre précisément à votre question sur ce que je me suis dit à ce moment-là, est-ce que vous me permettez de vous dire ce que je me dis tout de suite en ce moment? Allez-y. Alors, ce que je me dis, c'est que je suis absolument ravi d'être ici et très gêné par tout ce que vient d'exprimer Béatrice, que je remercie beaucoup, parce que c'est moi, finalement, qui devrais adresser aux CHUV, mais au Centre hospitalier universitaire vaudois. Exactement, voilà, j'ai appris l'acronyme, ce qui ne veut pas dire que vous ne soignez ici que les Vaudois, si j'ai bien compris. Du tout, du tout. Oui, c'est très ouvert comme maison. La preuve, c'est que vous m'avez accueilli. Et c'est à moi, finalement, de vous adresser mes remerciements parce que, à double titre. D'abord parce que vous m'invitez avec beaucoup d'amitié, et puis parce que vous m'offrez l'occasion, d'une certaine manière, de contribuer à rendre un peu les bénéfices que m'a apporté l'hôpital. Alors pour moi, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important, et c'est un honneur que vous me faites de m'accueillir ici. Alors, maintenant, pour répondre précisément, Ariane, à votre question, non, je ne me suis absolument pas interrogé sur ces questions d'une espèce d'écriture, des questions liées au destin, à la dimension de prédestination presque. Je ne suis pas du tout ni helvétique ni protestant. Je ne me suis pas dit qu'il y avait une écriture. Je pense que s'il y a des instances célestes, elles ont quand même d'autres choses à faire que de s'occuper du destin des ivrognes qui font les imbéciles sur un toit. D'ailleurs, lorsque Béatrice a prononcé le mot de Philippe Lançon, l'auteur du Lambeau, en 2015, enfin, suite à l'attentat de Charlie Hebdo en 2015, j'en ai conçu une très légère gêne, parce que si l'analogie a effectivement une signification dans l'ordre de la rémission des blessures, elle n'en a pas dans l'ordre des causes de ces blessures. Philippe Lançon était une victime d'un attentat islamiste perpétré au début du mois de janvier 2015, alors que moi, c'était un faux pas dû à une erreur d'ivrogne. J'étais emboîssonné, j'étais sur un toit et je suis tombé dans une société qui aurait été régie par des lois antiques. Je n'aurais pas dû me relever, étant donné qu'aucune société antique fondée sur un ordre de la responsabilité n'aurait à se pencher au chevet de quelqu'un qui est le propre responsable par son imbécilité des malheurs que le sort lui réserve. Non, mais je suis assez sérieux en disant ça. J'ai eu la chance, moi, de tomber à une époque où la société ne raisonne pas comme cela et ne dispense pas ses bienfaits à ceux qui ne le méritent pas. Voilà l'une des raisons pour lesquelles je ne me suis pas du tout penché sur les éventuelles écritures qui auraient présidé à mon malheur et ensuite à ma rémission. Non, la chose que je me suis dite, c'est que j'avais bien de la chance. Il vaut mieux tomber d'un toit au XXIe siècle à Chamonix que dans la Mongolie du XIIe siècle, de l'époque de Gengis Khan, du toit du Niort. Voilà, la seule chose que je me suis dit
quand j'ai reconquis le pouvoir de le faire, de me dire des choses, c'est-à-dire quand je suis revenu à moi, si je puis dire. J'aime bien cette expression d'ailleurs, quand j'ai réintégré mon corps. Il n'y a que deux sortes de personnes qui parlent de réintégrer leur corps. Ce sont les militaires, quand ils reviennent à la caserne, et les chamans, quand ils se réveillent de leur psychotrope. Ils réintègrent leur corps. Alors moi, quand j'ai réintégré mon corps et que ma conscience est revenue à moi-même, je me suis simplement dit deux choses. Premièrement, ce que je viens de vous exprimer, à savoir que j'avais de la chance d'avoir eu ces malheurs à l'époque où je les ai eus. Et la deuxième chose, c'est que j'étais au pied d'une montagne et qu'il s'agissait à ce moment-là d'entreprendre une longue marche. Vous n'aimez pas la technologie, hein. Vous citez volontiers cette phrase magnifique de Cocteau qui dit « Il est possible que le progrès soit le développement d'une erreur ». Et cette technologie, une fois à l'hôpital, vous en avez soudain eu diablement besoin? Oui, mais attendez, il faut distinguer des choses. Il faut distinguer la critique que l'on fait de l'encerclement technologique, de l'innovation technique dont on est le premier bénéficiaire. Évidemment, il y a un peu de mauvaise grâce à jeter le bébé avec l'eau du bain une fois qu'on est remis sur pied par une technologie dont on ne cesse de se faire le premier critique. Mais il faut distinguer les objets de ma critique. Moi, naturellement, ce qui me chagrine, c'est la soumission d'une société à la technologie. C'est pas tout à fait pareil que les bienfaits qu'un individu peut recevoir du progrès et de la technique. Ce que signifie Cocteau dans cette phrase magnifique qu'il a prononcée en 1960 lorsque la télévision publique française lui demandait d'adresser ses vœux à la jeunesse, lorsqu'il a dit « il se peut que le progrès soit le développement d'une erreur », c'est une critique qu'il porte non pas à la technique, mais au technicisme, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Le technicisme, c'est l'idéologie de la technique. L'idéologie de la technique, c'est quand on dit que la machine peut pourvoir à l'homme son salut. Cette espèce de sotériologie, comme disent les ecclésiastiques, c'est-à-dire la théorie du salut, la théologie du salut de l'humanité, par la machine, c'est cela, moi, qui me chagrine, et c'est cela que je vois. Je vois partout, dans tous les champs des ordres humains, l'ordre de l'action, l'ordre de l'esprit et l'ordre de la charité, je vois que nous sommes dans une espèce d'extase qui me semble un peu rapide et parfois fausse. Nous sommes beaucoup soumis au remplacement de toutes les possibilités de la réflexion humaine par les possibilités techniques. Voilà, c'est cela en fait, moi, qui constitue, je ne sais pas si c'est très précis ce que je dis là, et ça peut vous sembler vaseux, mais je m'aperçois qu'il y a une forme d'encerclement de l'être humain par la technologie, avec une capacité que nous avons de faire confiance à quelque chose dont nous ne connaissons pas absolument les conséquences. Je veux dire, tout ce dont je suis en train de parler de manière un peu floue et un peu vague et un peu abstraite, c'est finalement les promesses, à mon avis, un peu rapidement acceptées du transhumanisme, quoi. C'est cela, finalement, c'est là-dessus que porte ma critique, et naturellement pas sur les techniques dont j'ai moi-même été le premier bénéficiaire. Mais ces techniques, elles vous ont bluffé, on vous a quand même bien rafistolé, elles vous ont bluffé, les techniques médicales d'aujourd'hui? A posteriori, oui. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu, comme vous l'avez rappelé, un mois finalement d'amnésie absolue où je n'étais en mesure de me féliciter de rien du tout, puisque j'étais tout de même dans un état tout à fait absent. Alors on m'a pourvu des soins dont je n'étais absolument pas conscient. Si bien que tout a procédé chez moi ensuite d'une recomposition par déduction et par tout ce qu'on m'expliquait. D'ailleurs, quand je me suis réveillé, car le coma finalement a duré beaucoup plus que les 10 jours de coma artificiel. D'abord, il y a eu un coma naturel, si je puis dire, qui a duré quelques jours, puis le coma artificiel, puis une amnésie d'un peu plus d'un mois. Et quand je suis revenu à moi, j'étais absolument pas conscient d'avoir eu un problème. Je voulais me rentrer chez moi tout de suite. Enfin, comme ça arrive souvent, ça s'appelle d'ailleurs le déni du réveil, quoi. Et alors, à ce moment-là, il m'a fallu très longtemps pour comprendre ce qui m'était arrivé.
et pour comprendre que je ne danserais pas des claquettes tout de suite, quoi. Et mon séjour à l'hôpital a duré de la fin du mois d'août au milieu du mois de décembre. Ça a été donc plus de 4 mois, et au cours desquels j'ai eu l'occasion quand même de comprendre ce qui m'était arrivé. L'expérience de l'hôpital, pour vous, ça a été aussi celle de la morphine. Et ça, je crois que ça a été aussi un moment, une découverte assez importante, non ? Oui, c'est-à-dire, c'est cela que vous évoquiez à l'instant. C'est bien sûr la grâce inouïe que nous a procuré à nous autres humains du XXe siècle l'apparition soudaine des antalgiques dans nos vies, quoi. C'est quand même l'une des principales avancées de l'humanité. Et par quoi on pourrait apporter une forme de définition de la modernité, la fin de la douleur, quoi, ou du moins la possibilité de la contenir. Ça a été quand même un grand problème qui a été plus qu'un problème technique ou médical, qui a été un problème métaphysique. Pourquoi souffrons-nous ? Pourquoi le monde existe-t-il ? Et pourquoi la souffrance ? Pourquoi la vie a-t-elle eu besoin, pour prospérer sur la Terre, de s'accompagner de cette espèce d'étonnante modalité de la souffrance ? Pourquoi est-ce qu'une création, qu'elle soit le produit du hasard ou de la nécessité ou d'un créateur, hein, ça c'est une autre question que nous n'aborderons pas ici. Nous sommes dans un amphithéâtre, nous ne sommes pas dans une nef. Nous faisons une conversation et non pas un prêche. On en fait ce qu'on veut. Hein. Oui, peut-être, enfin, c'est quand même une autre question. Mais la question de la douleur peut biologiquement ouvrir beaucoup d'interrogations. Pourquoi la vie a dû-elle s'octroyer la nécessité de la douleur pour réussir à prospérer ? Pourquoi le monde n'est-il pas qu'une grosse méduse ou qu'une grosse paramécie tout à fait prospère et contente d'elle-même, qui continuerait finalement à produire de la matière cellulaire sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit dotée d'un système nerveux de réception de la douleur, quoi. C'est quand même une vraie question qui a beaucoup obsédé les hommes et qui a probablement contribué à la création des grandes fables prophétiques, des grandes révélations et des réflexions sur la question de Dieu, quoi. Pourquoi la souffrance ? Or, tout à coup, grâce aux inventions, grâce aux recherches de quelques biologistes, de scientifiques et de chimistes, on a réussi à créer des produits qui retenaient la douleur. Or, moi, ça a été ma grande découverte, c'est que je n'ai pas du tout souffert. Pas une seconde. À l'hôpital, je n'ai jamais souffert. Entre le mois d'août et le mois de décembre, ça n'a pas été la grande question, la souffrance physique en tout cas. La souffrance morale, oui, bien entendu, parce que je m'étais rendu compte qu'à cause de mes propres inconséquences, j'avais perdu beaucoup de moi-même. J'avais vieilli de 20 ans en même pas 10 mètres, ce qui était une accélération presque quantique. Alors là, il y a eu évidemment une souffrance qui s'est imposée à moi-même, mais pas de souffrance physique. La souffrance physique, elle est venue après, dans la reconquête de moi-même, une fois sorti de l'hôpital. Mais l'hôpital pourvoit au patient cette chose incroyable qui est de lui permettre d'essayer de se recomposer et de se relever, mais sans passer par la nécessité de la souffrance. Alors ça a été la première grande découverte que j'ai faite sur mon lit. On va quand même parler de cette paupière d'or, parce que j'en rencontre pas tous les jours des hommes à la paupière d'or. C'est comme le racontait Béa, c'est intéressant, parce que c'est cette... Au fond, les médecins, vous avez tout guéri, tout reconstruit. Et vous, il y avait un truc qui vous embêtait, qui était moins apparent pour eux, c'était cette paupière. Et ils vous ont quand même écouté là-dessus. Donc l'écoute des médecins, ce rapport, attention docteur, vous m'avez réparé, mais moi c'est ça qui m'embête vraiment dans la vie. C'est ce que j'entends souvent beaucoup quand on en parle à des patients ou dans le rapport aux médecins, quoi. Se faire entendre sur quelque chose qui vraiment, ça a été difficile. Oui, alors si je peux dire deux choses, si vous me permettez là-dessus. D'abord, je vous entends beaucoup depuis 5 minutes parler de ce principe de l'écoute du patient qui a besoin de faire entendre sa petite voix, son petit filet de voix, son appel, quoi, du fond de son lit. Et je dois dire que vous avez tout à fait raison, le séjour à l'hôpital, c'est une conversation, d'abord. Avant toute chose, c'est la tentative d'exprimer quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs que ça n'est pas un travail de vétérinaire que fait le docteur.
nous sommes un peu des bêtes, mais enfin, nous sommes des bêtes douées de langage, quoi. Et à ce moment-là, le logos, bien sûr, la conversation, les mots, le verbe viennent au secours du patient et probablement aussi au secours du médecin, enfin des soignants. Et il s'établit une communication qui est peut-être l'un des grands nœuds de la reconstruction, bien entendu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai été très contente tout à l'heure de rencontrer une réanimateur de chez vous, Julie, qui est une poétesse et qui, après avoir réanimé les corps, s'occupe de tenter de reconstruire les malades par la grâce de la poésie et des mots. Donc c'est très important. Moi, je presse pour ma paroisse, qui sont les mots. Moi, je vis pour les mots, je vis par les mots. Je connais le pouvoir des mots, ils m'intéressent profondément. Et je suis très content que vous ayez parlé de cette dimension nécessaire aux soins et qui sont la parole, quoi. Alors après, sur la paupière d'or, je corrige un tout petit peu, si vous me permettez, ce que vous venez de dire. Je n'ai pas eu à prévenir les médecins d'un embarras qu'aurait constitué ma paupière, parce que en fait, je perdais mon œil. Étant donné qu'à cause d'une fracture du rocher, j'ai coupé la 7e paire, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises, enfin on me corrigera, c'est l'endroit où si j'ai dit des bêtises, on me corrigera ici. Je crois que j'ai sectionné par la fracture du rocher, j'avais 5 fractures du crâne, dont une du rocher, et ça a coupé le nerf, si bien que mon visage était disgracié. J'avais une paralysie faciale, que j'ai toujours d'ailleurs. J'étais très embêté de ça, de la paralysie faciale, parce que ayant été élevé par des parents qui m'ont élevé dans les traditions humanistes de la philosophie esthétique tout à fait gréco-latine, moi je suis un fervent partisan de la symétrie. Et voilà que tout d'un coup, ayant aimé profondément le Parthénon et les statues de Praxitèle, voilà que je devenais une gargouille médiévale au mieux et une figurine de Bosch au pire, avec une bouche qui partait vers l'oreille et un œil écarquillé qui me rendait tout à fait monstrueux. Alors j'ai trouvé ma consolation dans la lecture de Notre-Dame de Paris en me disant que Quasimodo lui-même pouvait vivre l'amour. Je me disais que tout n'était pas tout à fait perdu, mais mon œil droit qui ne se fermait plus risquait de se dessécher, quoi, comme une plante qui n'est plus arrosée. Alors, je n'ai pas eu trop besoin de prévenir les médecins pour qu'ils se rendent compte que j'étais en train de perdre mon œil par un ulcère de la cornée, qui est une chose tout de même un peu douloureuse, hein. Même les plus gros antalgiques, l'œil est vraiment une espèce de fleur extrêmement sensible. Parfois, il ne souffre pas uniquement de ce qu'il voit. Ce qui est quand même une grande douleur, hein. Moi, je vis quand même dans la ville de Paris qui est tout à fait enlaidie par des administrateurs qui se prennent pour des génies des Carpates et qui sont en train de redessiner la forme de la ville en créant la hideur à la portée de tous. Et là, mon œil souffre. Mais là, il souffrait pour des raisons vraiment organiques. Et les médecins m'ont beaucoup soigné. Notamment par cette feuille d'or qui, si j'ai bien compris, alourdit la paupière et permet à l'effet de clapet de s'opérer par les principes de la gravité. Et ce qui m'a permis non seulement de conserver mon œil, mais de passer de l'or en Suisse sans le déclarer. Ce sera dit. Cet hôpital qui transbahute, vous étiez à la Pitié-Salpêtrière, qui transbahute, qui fiche, vous dites à un moment où ça vous révolte un peu et vous dites naissons-nous pour alimenter des fichiers. Ce gros machin de l'hôpital, ça vous a fait peur ? Non, sur le moment, bien sûr que non, ça ne m'a pas fait peur. Et puis, non, pas du tout. Non, ça ne m'a pas fait peur parce que précisément, il y avait ce que vous avez appelé l'écoute, ce que moi j'appelle la conversation, et où on se rend compte que finalement, au bout d'un moment, la parole est quand même supérieure à un moment aux data. Alors c'est vrai que nous sommes devenus, mais ce n'est pas l'hôpital qui est lui-même l'apanage de cette réduction de l'homme à une statistique. C'est la société entière qui est devenue statistique. Finalement, ce dont vous parliez tout à l'heure, qui est ma critique portée au technicisme, il concerne aussi ça, le règne de la quantité qui fait que l'homme devient une sorte d'amoncellement de statistiques. Le data, quoi, le database. Ça, je le sens partout, je le déplore partout et pas uniquement à l'hôpital. Non, ce qu'on pourrait dire, c'est que parfois, mais enfin, je ne suis pas ici pour... vous vous rendez compte, je suis en train de m'aventurer vers le début des récriminations, quoi.
en cela, je suis très français, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un Français? C'est un type qu'on relève et puis qui ensuite commence à faire la liste des reproches de celui qui l'a relevé, quoi. Alors, non, la chose que j'ai pu remarquer, c'est que parfois, il m'est arrivé de rencontrer un certain nombre de membres des corps médicaux qui s'intéressaient à l'objet de leur étude, sans considérer que l'objet de cette étude appartenait à quelque chose qui s'appelait un organisme, qui lui-même appartenait à un homme, qui n'était pas qu'un amoncellement d'organes qui ne communiqueraient pas les uns avec les autres. Le patient communique avec le médecin, il est probable que les médecins ne communiquent pas toujours entre eux et que parfois certains membres des corps médicaux négligent l'idée que les organes mènent eux-mêmes une conversation silencieuse les uns avec les autres. Mais ça, j'imagine que vous vous penchez souvent sur ce problème. Il y a, je crois, un terme médical qui s'appelle la séclusion, qui est la séparation des organes par des sacs, car c'est ça que nous sommes au fond, c'est de la tripe contenue dans des sacs qui se côtoient sans trop se toucher. Et la séclusion, c'est une modalité philosophique de la séparation qui est très belle et très intéressante, parce que les organes ne sont pas séparés par des murs étanches, mais par des sacs qui laissent passer les échanges gazeux, azotiques, enfin je sais pas, moi j'emploie pour parler de choses très sérieuses un vocabulaire poétique et vaseux, mais enfin j'imagine que tous ceux qui sont des médecins ici comprennent ce que je veux dire, et j'ai l'impression que parfois cette séclusion des organes devient chez les spécialistes des organes des compartiments parfois un peu étanches. Voilà, c'est la seule chose que j'ai remarqué, mais c'est la première fois que je dis ça d'ailleurs, parce que je n'ai jamais parlé de ce qui pourrait sembler un embryon de critique, mais parce que vous me posez la question, mais qui ne l'est pas du tout. Je trouve qu'il y aurait eu une espèce de mauvaise grâce abominable à commencer à dire ce qui n'allait pas, alors que précisément tout allait bien, puisque moi j'ai bénéficié de tous les secours possibles et de tous les soins extrêmement efficaces. La preuve, c'est que je peux continuer à dire les choses 8 ans après ma chute. Vous êtes quand même face à une journaliste, donc on ne va pas parler que des choses qui vont bien. J'aimerais vous entendre sur le langage des médecins. Vous dites que parfois, il vous fait penser à celui des politbureaux, à la soviétique, notamment lorsqu'ils vous enjoignent de vous rééduquer. Oui, c'est-à-dire que j'ai remarqué que les médecins, parfois, vous parlent des séquelles. Et or, moi, j'en ai eu 2 vraies dont on ne m'a jamais parlé, des effets secondaires, des choses que je ne pourrais plus faire. Alors, on m'avait beaucoup alerté sur la manière dont je pourrais reconquérir la marche, la mobilité, la force musculaire. On m'a beaucoup alerté sur le fait de ne pas porter trop de charges, parce que j'ai eu comment appelle-t-on ça, des ostéosynthèses, donc j'ai encore du métal dans le dos. Mais par exemple, moi je suis un sonneur de cornemuse écossaise, et je ne peux plus sonner de la cornemuse parce que, à cause de ma paralysie faciale, je n'ai plus de muscles dans la partie droite de mes lèvres, si bien que je ne peux plus alimenter le sac de la cornemuse. Ce qui est un vrai effet secondaire, mais qu'aucun médecin ne m'a signalé, quoi. De la même manière, quand on m'a greffé le nerf de la langue pour me permettre de fermer l'œil, ça s'appelle, je crois, l'hypoglosse, enfin quelqu'un pourra me dire l'exact terme, c'est une espèce d'extraordinaire opération qui consiste à détourner son nerf, un nerf de la fonction originelle, quoi, on détourne le poème initial de l'arborescence nerveuse, c'est tout à fait magnifique. C'est comme une greffe de jardinier, quoi, si j'ai bien compris. On m'a fait un surgeon, une bouture. On a pris la moitié de ma langue et on l'a mise dans l'œil. Et là, j'ai eu un effet secondaire qui a été très embarrassant. C'est que quand j'étais dans un bar et que je buvais, mon œil se fermait, glou, glou, glou. Si bien que les serveuses pensaient que je leur faisais de l'œil. Alors que moi, je me contentais de boire, mais mon nerf qui se souvenait que c'était un nerf destiné à la déglutition ne comprenait pas que maintenant, on lui avait assigné une autre tâche qui était de fermer la paupière. Alors, il y avait comme ça des tas de rééducations finalement d'ordre métaphysique, encore une fois, qui étaient nécessaires.
Voilà, c'est la seule chose dont je peux me souvenir de cette incommunicabilité. Pour le reste, moi, je n'ai eu que des rapports absolument extraordinaires avec un corps médical qui, non content de m'avoir soigné, prenait tout de même beaucoup la peine de m'expliquer ce qui était en train de se passer en moi. Mais parfois, est-ce qu'ils n'ont pas, c'est pas difficile de les comprendre, parce que je cite un moment, on parlera tout à l'heure de votre aventure d'après que vous racontez dans Les Chemins Noirs, mais donc vous êtes parti pour marcher, pour traverser la France à la marche, après pour vous rééduquer justement, et au milieu de cette marche, vous avez fait dans le Cantal une crise d'épilepsie, une nuit à l'hôpital, le lendemain vous décidez de repartir quand même, malgré tout, pour continuer à marcher. Et vous avez cette phrase, vous dites, les médecins n'avaient pas formellement interdit de reprendre la marche, mais n'avaient pas non plus ardemment conseillé de le faire. Pas très facile à... chez nous, on dit démerdez sich, quoi. Débrouillez-vous tout seul. Et comment comprendre ça, quoi? Oui, je crois que tout est normal. En fait, chacun prêche pour sa paroisse, et il est tout à fait normal que c'est comme dans une opération militaire, on tient ses positions de combat. Le patient est là pour ne pas faire ce qu'on lui dit, et le médecin est là pour l'empêcher de faire trop vite ce que le patient a de l'impatience de faire. Le patient n'est pas assez patient pour le médecin, et le médecin est trop plein de sollicitude pour le patient. Et il me semble que l'une des conquêtes qui préside à la rémission, c'est de précisément ne pas trop écouter, et parfois de brûler un peu les étapes. Ce que j'ai fait peut-être un peu trop. Je suis parti faire une marche à travers la France 1 an après ma chute jour pour jour, alors que sur mon lit de coma, les médecins avaient dit à ma famille qu'il serait possible que si jamais les choses se passaient bien, qu'ils pourraient déjeuner avec moi dans un centre de rééducation 1 an plus tard. Donc c'est vrai que j'ai un peu brûlé les étapes des prévisionnels, pourrait-on dire, un peu trop tôt, parce que j'ai beaucoup souffert dans cette marche, mais je comprends très bien qu'il y ait une exhortation à la prudence. C'est normal, en fait. Chacun est là pour dire ce qu'il me disait. Les médecins essayaient de me retenir, et moi j'essayais au contraire de franchir un peu trop tôt les étapes et de briser la chronologie raisonnable. Mais je crois que tout ça est normal, ça s'appelle l'organisation de la vie. Je crois que bien sûr qu'il y a la conversation et l'écoute, mais aussi les arrangements, quoi. Une convalescence, c'est un accommodement raisonnable avec ce qu'il faudrait faire, avec ce qu'on n'a pas envie de faire, avec ce qu'on fait trop tôt, avec ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, mais qu'on fait quand même. Et tout cet accommodement raisonnable s'appelle une convalescence. Et évidemment, nous ne vivons pas dans un monde idéal, quoi. Alors le médecin propose, et puis ensuite le patient, pour le pire ou pour le meilleur, dispose. Cela dit, peut-être en reparlera-t-on, je crois qu'il y a aussi une vertu quand même à, non pas l'insolence, mais de temps en temps à brûler un peu les étapes. Je crois que dans la rémission de l'être, il y a une rémission d'ordre organique, médical et biologique, mais sans doute un peu mentale. Et je crois que comment pourrait-on appeler ça, l'avance que vous prenez par rapport au programme raisonnable, parfois contribue à vous relever. Comment peut-on appeler ça? Ça s'appelle le fait de prendre les devants, quoi. De prendre un peu les devants, même contre la logique et contre la raison. Je crois que il faudrait un jour étudier ça, en fait. Je crois que ça peut être intéressant parfois d'écouter, comme Béatrice, vous le disiez, d'écouter beaucoup, mais de ne pas toujours obéir. Voilà, il y a une forme de désobéissance, non pas de désobéissance civile, mais de désobéissance nécessaire que le patient parfois doit exprimer à l'égard du corps médical, bien sûr aussi malheureux que ça puisse paraître aux médecins, mais parfois cette désobéissance, si jamais elle réussit à ne pas vous abattre ou à ne pas être contre-effective, parfois elle peut apporter ses bienfaits. Est-ce que dans un hôpital, on est mieux soigné quand on est célèbre ? Écoutez, d'abord,
Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire parce que je ne suis pas sûr c'était en 2014, Allons donc. j'avais pas véritablement. Vous étiez déjà une star. Je ne sais pas. Figurez-vous que je ne sais pas. D'abord, je crois que non, mais si vous voulez, il faut d'abord s'entendre sur ce qu'on appelle la célébrité. Il ne faut pas confondre la célébrité et la faveur commerciale à un moment donné dans un monde très particulier qui est celui des lecteurs et des écrivains. C'est pas parce que vous avez de longues files d'attente dans les maisons de la presse où vous faites des signatures que vous êtes célèbre. En France, les hommes politiques ont un gros problème, c'est qu'ils aiment, vous en savez quelque chose, parce que vous êtes une journaliste politique. Nous avons des hommes politiques, des édiles qui adorent faire des livres et qui confondent les longues files d'attente au stand du Salon du Livre avec l'appel du pays, quoi. Alors quand ils voient qu'il y a comme ça, il y a 150 personnes qui attendent d'avoir une signature, ils se disent, ça y est, le destin m'appelle, il faut que je revienne. Alors, ça, on entend souvent ça, là, on est souvent le témoin de ça en France. Alors, il faut se méfier, c'est pas ça la célébrité. Je ne suis pas absolument sûr que les médecins qui m'ont ramassé en morceaux se soient précipités à mon chevet parce qu'ils voulaient un autographe. Non, non, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est une question helvétique, car en France, on a beaucoup tendance, peut-être à tort, et peut-être avez-vous raison de poser la question, on a beaucoup tendance justement à glorifier le système de santé français parce qu'il ne distingue pas celui qui serait célèbre de celui qui ne le serait pas, quoi. Et puis comme nous avons dans notre pays, dans le mien, quoi, la passion de l'égalité, qui est pour lequel d'ailleurs on a fini par couper les têtes, tellement on était passionné de l'égalité, quoi. On trouvait qu'il fallait que rien ne dépasse. Nous avons tellement la passion de l'égalité qui est devenue une sorte de dogme, quoi, que peu importe que tout soit ratiboisé du moment que tout soit égal. Et nous sommes beaucoup, enfin pas moi, mais nous avons beaucoup été élevés dans ce discours disant que l'idéal de l'humanité, c'est un champ de blé OGM, de la Beauce, avec pas un épi qui dépasse, quoi. Par exemple, moi, je trouve ça aberrant que les Français continuent à accepter dans l'Hexagone, dans la limite territoriale de l'Hexagone, qu'il y ait des montagnes qui dépassent la plaine, quoi. C'est un scandale, c'est une insulte à l'égalité qu'il y a le Mont Blanc alors qu'il y a la Camargue. Vous avez écrit un compte là-dessus, d'ailleurs. Oui, on verra. D'ailleurs, il y a un ministère en France qui s'appelle le ministère à l'égalité des territoires. Alors, on pourrait presque imaginer qu'ils vont envoyer la Légion avec des unités de sapeurs de la Légion pour dynamiter les éminences afin que plus rien ne dépasse. Non, donc pour répondre précisément à votre question, je ne crois pas, j'espère pas qu'on puisse dire ce que vous venez de dire. Alors en revanche, il est vrai qu'il y a des systèmes mais ça vous connaissez mieux que moi le sujet, des systèmes de santé à deux vitesses. Bien entendu, il est évident que si on peut accélérer les procédures d'acceptation dans les urgences ou d'accès aux soins, selon qu'on y mette ce qu'il faut en termes financiers ou pas. Ça, bien sûr que ça existe, mais je précise, qui me permettra finalement d'apporter une réponse concrète à votre question, que moi, je suis resté à la Pitié-Salpêtrière, qui est un hôpital parisien du public, de l'AP-HP, Assistance publique des hôpitaux de Paris, qui est un hôpital public, où il y a une médecine vraiment très difficile, parce qu'elle est quotidiennement soumise au problème de l'affluence, de la surpopulation de tous les services et de toutes les unités. Et donc, tout s'opère dans une espèce de fébrilité où on a l'impression qu'à tout moment, le système va exploser. Et pourtant, tout tient toujours, tout tient chaque jour, tout se répète et tout fonctionne assez bien, mais dans une espèce de climat d'imminence, de crise permanente. Ça, c'est assez fascinant. Et moi, je n'ai pas tenu du tout à être transféré dans une clinique privée, au nom d'ailleurs d'un principe que je crois assez juste, que ce système qui est mis sous la pression de la surpopulation et des grandes difficultés d'organisation dues à la suraffluence, ce système a créé chez les médecins une espèce de compétence, quoi. On ne peut pas appeler ça tout à fait de la médecine de guerre, mais il y a un peu de ça quand même. Et dans cette espèce d'urgence permanente, il y a des développements de compétences qui sont assez indéniables dans le système public par rapport au système privé. Il y a beaucoup de cliniques
où effectivement, l'hôtellerie, si je puis dire, est meilleure, mais les soins ne sont pas meilleurs pour autant. Et moi, je préférais être très bien soigné dans des conditions difficiles que agoniser en mangeant du saumon fumé, quoi. Là, vous êtes dans l'endroit où vous allez être encore plus adoré en disant cela. Est-ce que, comme nous, comme le commun des mortels, vous êtes parfois surpris par rapport aux médecins avec cette sorte de déférence, de soumission qu'on a pour eux, un peu enfantine, qu'on n'ose pas vraiment leur poser des questions, on a peur de les déranger, on a au fond peut-être autant envie d'être soigné que d'être aimé par eux? Est-ce que vous ressentez ça, vous, devant un médecin? Mais bien sûr, mais c'est tout à fait normal. C'est théâtralement très impressionnant d'ailleurs. L'arrivée du médecin le matin au moment de, comment appelle-t-on ça, le compte-rendu, ou la première visite du matin est une liturgie. Est une liturgie. Et il y a effectivement, il se passe dans la chambre quelque chose qui est de l'ordre de l'arrivée du sorcier dans la case, ou bien de l'archevêque, de l'archidiacre dans l'église, au milieu des paroissiennes, et tout à coup qui sont émerveilleux des froufrous de soutane. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, absolument. Vous avez raison, mais je trouve ça tout à fait normal. Ça ne me surprend pas et ça ne me choque pas du tout, parce que moi, je crois à la légitimité de la compétence. La question, en fait, ce que vous posez, c'est une question de la légitimité. D'où une autorité tire-t-elle sa légitimité? Ça, c'est une belle question qui a beaucoup de réponses d'ailleurs. Il peut y avoir une légitimité historique, ça, ce sont les dynasties monarchiques. Il peut y avoir une légitimité du nombre, ça s'appelle la démocratie électorale, quoi. C'est la légitimité statistique. Et puis il y a une légitimité naturelle d'ailleurs, ça c'est la légitimité, l'autorité des chefs, hein, qui arrive parfois, non seulement dans l'histoire, mais dans les organisations notamment militaires, quoi. Et puis il y a la légitimité, moi qui est celle que j'aime beaucoup, qui est la légitimité de la compétence. On la trouve chez les guides de montagne, par exemple. Le guide de montagne, ben, il a une légitimité de sa compétence, parce qu'il peut emmener son client au sommet de la montagne où le client n'a rien à faire et n'arriverait jamais seul. Et puis il y a la légitimité du savoir, de l'érudition. Moi, je trouve ça normal qu'on soit tout à fait ébahi par quelqu'un qui a fait 12 ans d'études et qui fait une formation continue permanente qui va durer tout le temps de sa vie, et qui en sait plus que celui qui n'a pas étudié. Et puis, alors, il s'ajoute à cela que le médecin vous lui transférez l'idée non pas de votre santé, mais de votre survie dans les mains. Donc, il devient Dieu, bien sûr, mais c'est normal. Mais la légitimité de la compétence, on peut aussi en abuser. Il n'y en a pas qui ont abusé avec vous, qui vous traitaient comme un gamin? Non, enfin non, je ne peux pas vous dire ça, absolument pas. Peut-être que ça arrive, je ne sais pas. De toute façon, le corps médical est un corps humain, donc bien entendu, il est traversé par sa grandeur et sa servitude. Et il est composé, il a une définition générique, qui est celle que l'on vient d'aborder, mais au milieu de cette définition générique, c'est un tout qui est composé de parties. Et parmi ces parties-là, il y en a qui sont meilleures que d'autres. Il y en a qui sont moralement supérieurs à d'autres. Alors bien entendu, sans doute y a-t-il des abusifs, et sans doute y en a-t-il qui sont beaucoup plus régis par les lois de l'éthique personnelle, bien entendu. Mais moi, je ne l'ai, en tout cas pour répondre à votre question, je ne l'ai jamais éprouvé, mais je comprends très bien que le malade regarde le médecin comme finalement la personne la plus importante de sa vie, avec sa propre mère. Puisqu'il y a eu le jour où on vous a donné la vie, ça c'est votre mère, mais vous vous en souvenez même plus. Enfin, paraît-il qu'il y a des souvenirs enfouis. Il y a, comment s'appelle ce sexologue viennois qui a étudié ce problème en fumant le cigare. Et puis il y a une autre psychanalyse qui est beaucoup plus belle, parce que celle-là est véritable, c'est pas une théorie, c'est la vérité. C'est que tout à coup, il y a quelqu'un qui va vous ramener à la vie. C'est-à-dire un deuxième accouchement, si on peut dire. Alors il est quand même normal que vous le voyez. C'est incroyable d'ailleurs, la charge mantique, la charge spirituelle qu'on met sur le médecin, quoi. C'est à la fois un dieu et une mère. Ça fait beaucoup pour une blouse blanche. Vous semblez vous étonner de l'absence de jugement d'un appareil comme un hôpital, parce qu'on vous a soigné sans vous culpabiliser, parce qu'au fond, c'est à cause de vous que vous étiez là, vous étiez ivre et vous êtes tombé, et on vous a soigné sans jamais vous faire la morale, et ça semble vous étonner. Oui, ça m'a étonné, parce que à l'hôpital, moi, je m'intéressais, j'ai beaucoup lu au bout de 3 mois, quand je pouvais à nouveau lire, parce que j'aime beaucoup ça, et puis quand j'ai repris ma capacité de lecture, j'ai beaucoup recommencé à lire.
Alors je lisais beaucoup les antiques, je lisais Homère, et je lisais ces poèmes et ces textes de philosophie où finalement la principale donnée, la plus importante, principielle, qui fondait l'organisation des sociétés, était régie par les lois de l'éthique. Et moi, je m'apercevais qu'elle n'avait plus cours, puisqu'il ne m'a rien été reproché, du moins au début. Parce qu'à la fin, je dois dire que ma sortie, au bout de 4 mois et demi, de 5 mois, ma sortie de l'unité de, comment appelle-t-on ça, réadaptation, rééducation, a été soumise à l'obligation de suivre des traitements d'addictologie. Alors ça m'a quand même un peu embêté, que j'avais l'impression que j'en revenais aux lois de la prohibition américaine dans les années d'Al Capone. Et je me disais, mon Dieu, mais c'est tout de même pas l'alcool qui a été le responsable de toutes ces histoires. Ces médecins ne savent rien. Enfin, pourquoi, ne sachant pas ce que j'ai, pourquoi mettre tout de suite tout sur le dos de l'alcool? Alors, j'ai beaucoup refusé à ces consultations d'addictologie. Vous voyez, vraiment, je vous dis tout ce soir. J'ai beaucoup refusé ça. Ça m'a un peu turlupiné. Et j'ai eu une affection, je crois, psychiatrique ou psychologique qui s'appelle l'anosognosie. C'est-à-dire, je crois que c'est le contraire de l'hypocondrie. C'est-à-dire, j'étais dans le déni absolu de ce que j'avais, et ce qui a commencé à poser des problèmes puisque je ne disais rien de mes symptômes et de mes douleurs, en pensant par une espèce d'opération magique, probablement un peu infantile, que le fait de ne pas dire allait régler le problème, et qu'il suffisait finalement de ne pas nommer sa douleur pour qu'elle disparaisse. Je crois que c'est ça, hein, la nosognosie, le manque de considération de soi-même, l'absence d'absence d'acceptation de ses propres douleurs. Et ça a été un problème qu'on m'a reproché, parce que les problèmes que j'avais, par exemple les péricardites, les inflammations de la membrane du sac du cœur, les péricardites, je ne les signalais pas, en pensant que c'était rien du tout, et puis alors elles s'empiraient, et puis à la fin on me ramassait, on finissait par s'en apercevoir sans que je l'ai dit. Alors on m'a quand même soumis à l'obligation de dire ce dont je souffrais. Je crois que le médecin ne veut pas être un vétérinaire, quoi. Il veut quand même user de cette possibilité qu'on a de dire les choses. Finalement, l'écoute, l'écoute dont vous parlez, c'est moi-même qui ne m'écoutais pas. Et voilà la seule chose qui m'a été reprochée, mais je crois à juste titre. Vous veniez de mentionner le rôle de la lecture, même au début, quand vous étiez plutôt dans le coltard, vous dites que c'était très important de lire, et même quand vous lisiez, comme vous dites, comme une anémone de mer, mais il faudrait plutôt donner, dites-vous, des livres aux patients plutôt que leur mettre des téléviseurs dans la chambre. Oui, ça a été un gros problème pour moi. Ça, voilà, je dois dire que ça a été un gros problème. Je partageais une chambre avec un patient qui avait été victime d'un AVC. Je suis resté dans cette chambre double pendant 3 mois et demi, et il y avait un poste de télévision que moi je ne voulais pas, et lui le voulait. Et en France, peut-être n'est-ce pas la même chose dans le protocole helvétique, en France, c'est celui qui veut s'autodétruire par la télévision qui l'emporte. Et je trouvais ça tout à fait malheureux, car tous les soins que les psychologues, les orthophonistes, que tout le monde d'ailleurs, que tout le corps médical nous procurait, tout le soin dont nous étions les bénéficiaires pour essayer de nous relever, était immédiatement annulé par l'espèce de torrent de débilité effroyable, l'abomination absolue qui sort, la vomissure qui sort du tube cathodique qui ne produit rien de bon. Rien de bon ne peut naître de la conversation entre un homme et un écran, rien. Et malheureusement, en France, on considère, pour des raisons qui m'échappent encore, et peut-être des raisons d'égalité, que c'est celui qui veut regarder Nabila qui l'emporte sur celui qui ne veut pas. Et c'est pas du tout snob ce que je dis là, parce qu'on pourrait s'imaginer, voilà, qu'il nous fait son numéro du lecteur qui préfère lire Schopenhauer que regarder le match de football. Mais c'est pas du snobisme, parce que moi j'aurais préféré ne serait-ce que le silence, et je trouvais ça tout à fait déplorable. Alors moi les livres m'ont sauvé, et j'avais proposé
à un moment au syndicat national de l'édition de fournir des livres à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et j'avais fait une note sur mon lit d'hôpital pour le service de réadaptation en demandant si je pouvais... je me souviens qu'Antoine Gallimard, à l'époque, était le directeur du syndicat national du livre. Il était venu me voir à l'hôpital et le syndicat national était prêt à fournir à tous les hôpitaux de Paris des livres invendus. Et il y avait une possibilité de demander au ministre de la Culture si, en France, nous avons un système d'entraide des artistes qui Catherine Schlemmer connaît, et parce que Catherine Schlemmer travaille dans le monde de la culture et de la production culturelle théâtrale, et elle connaît ce système français, que peut-être en êtes-vous bénéficiaire en Suisse, qui fournit des émoluments aux acteurs. Mais il faut pouvoir justifier d'avoir fait 500 heures de travail pour pouvoir obtenir l'aide. Et moi, je proposais que des lecteurs viennent dans les chambres d'hôpital pour lire et que ce soit porté au crédit de 500 heures qui leur permettent de bénéficier de l'aide d'État. Et ils viendraient une demi-heure tous les jours lire un roman d'aventure ou un roman d'amour ou une page de poésie à des malades. Et quand j'ai proposé ça à quelqu'un qui dirigeait l'un des services de réadaptation, on m'a dit que c'était élitiste. Et donc, la télévision a continué à cracher son venin, annulant immédiatement les efforts que les psychologues faisaient. Après, je peux raconter une autre anecdote à propos des livres. Ensuite, il m'est arrivé un bonheur. C'est qu'au bout de 4 mois, j'ai recommencé à travailler sur mon lit d'hôpital et une philosophe qui s'appelle Cynthia Fleury et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Précium Doloris, le prix de la douleur. Peut-être certains d'entre vous l'ont-ils lu. Un livre qui parle de tous les sujets que nous sommes en train d'évoquer là, mais sauf qu'au lieu d'en parler comme moi, c'est-à-dire, j'ai l'impression, moi, de donner des réponses du café du commerce aux questions que vous me faites. Cynthia Fleury parle de ces problèmes-là, mais avec une altitude de vue tout à fait philosophique. Et elle est venue me voir sur mon lit d'hôpital et elle m'a demandé de préfacer la publication en poche, en livre de poche, de son livre sur le prix de la douleur. Et là, j'ai recommencé à travailler avec des livres. Et à ce moment-là, je faisais de l'ergothérapie, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai jamais très bien compris ce que c'était que l'ergothérapie. Et donc, j'avais les séances d'ergothérapie. C'est pas une critique que je fais, mais c'est simplement une petite mention que parfois les services ne se parlent pas trop et que finalement les protocoles vous embarquent dans leur mécanique sans très bien considérer qu'il peut y avoir des différences d'évolution de la réadaptation chez les patients. Et alors j'avais mes séances d'ergothérapie le matin, et alors j'avais une petite voiture jaune, une petite voiture rouge et une petite voiture bleue. Et alors on me demandait de mettre la petite voiture jaune dans la boîte jaune, la voiture rouge dans la boîte rouge et la voiture bleue dans la boîte bleue. Ce que je faisais, moi, avec beaucoup de bonne grâce. Je dois dire que j'y arrivais à chaque fois. Et ensuite, je remontais avec mon fauteuil dans ma chambre pour finir de lire Schopenhauer afin d'écrire la préface de Cynthia Fleury sur le Précium Doloris. Et là, je voyais qu'il y avait peut-être un manque de communication. Parlons un peu de guérison. C'est quoi être guéri? Est-ce qu'il y a un jour où vous vous êtes dit, c'est bon? Oui, il y a un jour où je me suis dit, c'est bon, mais ça n'est pas à ma sortie de l'hôpital. Je pense qu'il y a... que l'hôpital est une... Je pense qu'être remis sur pied n'est pas tout à fait la fin de la guérison. Je crois que la guérison, il y a 2 choses. Il y a le jour où la chute, le mal, cesse d'être le premier sujet auquel vous pensez le matin. Ça, c'est la véritable étape de la guérison. C'est-à-dire vous redevenez quelqu'un d'autre qu'un patient et vous ne vous considérez plus uniquement comme le siège de tout ce combat intérieur. C'est-à-dire que tout à coup, vous redevenez celui que vous étiez avant la chute, en tout cas mentalement, quoi. Et puis, il y a un moment où vous le décidez aussi. C'est un exercice de la volonté, je pense.
Et moi, ça a été un jour très précis. Après la longue marche que j'ai entreprise à travers la France, je savais que si j'arrivais au bout de ce chemin pédestre, je suis allé du sud de la France, du Mercantour jusqu'au nord de la Normandie, jusqu'au Une Cotentin. promesse que vous étiez faite d'ailleurs sur le lit d'hôpital. Sur le lit d'hôpital, et je savais que si j'arrivais à la falaise de la Hague, au nord du Cotentin, je balancerais dans le vide ce sac mental d'effroi, en fait, d'effroi. C'est la fin de l'effroi, la vraie guérison. Et ce jour-là, je me suis dit que j'étais guéri, alors que pourtant, j'ai continué à devoir m'occuper de tas de problèmes. Je n'avais pas fini avec mes opérations, mais ça a été ma véritable guérison spirituelle, d'une certaine manière. Elle est le double exercice d'une volonté, de la fidélité à un serment que je me faisais sur mon lit, et si vous me permettez d'aborder un sujet important, mais qui est la véritable nœud de la réponse à votre question, je crois qu'il y a une dimension très nécessaire que doit le patient à l'oubli. Moi, je crois beaucoup à la vertu de l'oubli, qui n'est pas tout à fait le déni. C'est presque, ça serait le versant positif de la nosognosie, quoi. Ça n'est pas tout à fait le déni, mais c'est un rapport avec la maladie qui se situe à mi-chemin entre le déni et entre le contraire du déni, qui serait la trop grande considération qu'on ferait pour le malheur dont vous êtes le siège. L'oubli, c'est quelque chose d'important. Je crois qu'il en va. On ne guérit pas si on s'arc-boute, si on se reforge une identité sur son malheur. C'est impossible. J'avais été très surpris quand j'étais dans mon lit d'hôpital à la Pitié-Salpêtrière que des membres d'une association pour les fracturés du crâne soient venus dans ma chambre me proposer d'être membre. Je trouve ça aberrant, quoi. Comme si on pouvait se forger une identité de ses plaies. Et j'avais envie de leur dire, mais proposez-moi plutôt d'être le membre de l'association pour l'oubli des fractures. C'est plus important, me semble-t-il. Et moi, ça a beaucoup contribué à mon sauvetage personnel. Et je crois qu'il en va de même pour les sociétés, d'ailleurs. La vertu de l'oubli pour les sociétés. Les sociétés ne peuvent pas s'entendre et faire la paix si jamais elles ne finissent pas par oublier leur malheur. Vous voyez, il y a comme, on pourrait tracer une analogie, mais malheureusement, je n'aurais pas le talent de faire ça, mais il faudrait qu'un jour un intellectuel fasse l'analogie entre la repentance permanente que des peuples sont sommés de faire à l'égard de ceux qu'ils auraient martyrisés, et un rapport entre cette repentance permanente et la macération dans son malheur. Je crois qu'il y a une analogie. Si à un moment les peuples veulent se réconcilier, il faut qu'ils oublient. Sinon, il n'y a pas de pardon possible. Et bien, il en va de même pour la maladie ou pour le malheur ou pour la blessure. Il faut à un moment d'oublier, parce que sinon, il n'y a pas de rémission possible. Cette marche incroyable que vous racontez dans les chemins noirs, justement, vous traversez la France par des endroits qui sont oubliés, où personne ne va vraiment. Mais vous n'avez pas complètement marché tout seul, pas seulement parce qu'il vous est arrivé d'avoir des compagnons, mais aussi parce que vous étiez très chargé en médicaments. Vous aviez des médicaments contre l'épilepsie, contre les complications cardiaques, contre les antidouleurs. Vous dites d'ailleurs que si vous étiez tombé dans un ruisseau, vous auriez fait une pollution chimique à vous tout seul. Oui, ouais. Ça aurait été Ron Poulenc des gaz. C'était complètement déraisonnable de faire cette marche avec autant de médicaments et de douleurs et de dormir à la belle étoile. Je prenais tout de même des précautions. D'abord, je n'avais qu'un sac de 4 kilos. J'avais vraiment c'était une marche presque clochardisante. J'étais devenu très maigre. J'étais tombé à 49 kilos à la Pitié-Salpêtrière. Je m'en félicitais au début parce que comme j'aime beaucoup moi la grimpette et l'escalade, je me disais que j'allais être meilleur dans les surplombs avec un poids pareil. Mais en fait, c'était un très mauvais calcul parce que on n'a pas tellement intérêt à se rapprocher du squelette, quoi, dans la vie. Et je suis parti quand même avec un sac très léger, ce qui m'a permis de ne pas trop souffrir du dos, mais c'était un peu tôt. Je suis parti 1 an jour pour jour après ma chute parce que c'était symbolique et ça faisait partie de ma tentative non pas de déni, mais de procéder à un oubli progressif. C'était un peu tôt. J'aurais dû partir 2 ans après. Je m'en serais trouvé mieux. Si bien que cette marche au début a été très difficile, d'autant que je suis parti de la mer
dans un endroit de France qui est très escarpé, qui s'appelle le Mercantour, qui est le coin sud-est de la France. C'est la frontière italienne, c'est l'ancien duché de Nice, et ce sont les Alpes-Maritimes, et ce sont des versants qui sont très raides et qui demandaient des montées harassantes pour moi, qui étais dans un état de grande faiblesse. Mais la marche a ceci de tout à fait impératif, quoi, pour les patients comme moi qui avaient besoin d'une rééducation musculaire et physique. Elle a ceci de merveilleux qu'elle pourvoit tout, quoi. Elle pourvoit d'abord la reconfection organique, elle pourvoit la remise en branle de toutes les physiologies, elle pourvoit le retour de la musculature, et puis surtout elle pourvoit l'enchantement, quoi, parce que tout à coup le paysage défile avec toute sa beauté, et à ce moment-là l'esprit peut commencer à amorcer cette mécanique de l'oubli. Vous dites d'ailleurs, je me sentais vivant parce que j'étais en route. Mais ça, c'est un peu l'histoire de votre vie. Vous êtes aussi parti parce que vous vouliez échapper à ce qu'on vit quand on est un malade grave, échapper au regard, à ce que vous appelez l'œil, l'hypersurveillance, même bienveillante, des médecins, des spécialistes, la famille, des amis. Vous avez besoin de sortir de ça. Oui, au bout d'un moment, bien sûr, on ne veut plus être considéré en fait comme un malade, parce qu'il y a tout au chevet, quand on vient à votre chevet, quand vous passez de l'autre côté du chevet, c'est-à-dire quand vous n'allez plus au chevet des autres, mais que c'est les autres qui viennent à votre chevet, il y a évidemment quelque chose qui est tout à fait terrible. Parce que c'est ambigu, le regard du proche aimant qui vient vous caresser le front quand vous êtes sur votre lit. Il y a évidemment tout un bénéfice merveilleux, parce que l'amour, probablement, l'entourage, l'amitié, l'affection, la bienveillance, la charité, disait-on, évidemment pourvoit tous ces secours, mais ça vous place tout à coup dans la position de la victime que l'on plaint. Alors c'est tout à fait terrible, d'où la crispation, d'où la nosognosie, d'où la volonté de dire mais tout va très bien, que puis-je faire pour vous? C'était la phrase que j'aimais, moi. Je disais aux médecins qui venaient dans ma chambre, que puis-je faire pour vous? Est-ce que vous allez bien? Vous voulez que je vous aide? Et alors le premier livre que j'ai demandé à lire, parce que je voulais montrer que tout allait très bien, c'était Tandis que j'agonise de William Faulkner. Ça m'amusait de lire ça sur mon lit d'hôpital pour montrer que tout allait très bien, ce qui était évidemment faux. La disparition, la marche sur les chemins noirs de France, naturellement, procédait de cette envie, tout à coup, d'être un peu oublié et de ne plus être regardé. La deuxième chose, si je peux me permettre, c'est que la parésie, la paralysie faciale, est tout de même une affection assez étrange et très symbolique, et qui a beaucoup d'implications intérieures et spirituelles, parce que c'est le visage qui est atteint. Or, le visage, c'est le siège de l'être. En tout cas, c'est le premier reflet, quoi. Dans la phénoménologie de l'être, le visage, c'est votre identité. Hein. Si on s'intéresse à ce sujet-là, il faut lire les textes de Lévinas, que Lévinas consacre au visage, naturellement comme terrain de l'expression des sentiments, mais comme vérité de l'être, quoi. C'est la première chose que l'on envoie aux autres. Non seulement le regard, bien entendu, mais le visage, quoi. Et quand tout à coup le visage est disgracié, quand il est très atteint, c'est difficile. Le regard des autres devient très difficile, parce qu'on est devenu monstrueux, quoi. Alors, à moins de rencontrer des personnes, des pervers qui sont tératophiles, des amoureux des monstres, évidemment, on se sent beaucoup déclassé. Il n'y a que les enfants, d'ailleurs, qui ont un regard tout à fait vrai, puisqu'il n'est pas filtré, il n'est pas pollué par toute la mascarade sociale. Et les enfants me regardaient, moi, avec ébahissement, parce que comme on regarde un masque du Mardi Gras, en me disant, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est épouvantable. Alors, j'aimais mieux le regard des enfants que le regard légèrement pudique. Voilà. Après, j'ai été opéré, le visage est un tout petit peu revenu dans sa considération normale, dans sa symétrie, enfin relative, hein, parce qu'il est encore dissymétrique. Mais j'ai appris plus tard, en faisant des interventions dans un hôpital qui s'appelle Mont d'Or, à Paris, à Créteil, un hôpital où il y a une unité de soins, de rééducation des visages atteints de paralysie faciale. J'ai appris qu'il y avait des implications sociales de la paralysie faciale, notamment parce que le visage se ferme, et les sentiments ne s'expriment plus, et surtout les sentiments de la jovialité ne s'expriment plus, si bien que socialement,
l'entourage se ferme autour de vous, puisque vous offrez un visage rogue, un visage plutôt dur, quand vous êtes atteint d'une paralysie faciale sévère. Si bien que les relations, pour peu que vous ayez été quelqu'un considéré comme assez jovial et avec un naturel très liant et avec des dispositions plutôt sociables, eh bien tout à coup, vous offrez une espèce de masque tout à fait sévère qui change les comportements. Donc ça, la paralysie faciale, c'est quelque chose qui est tout de même très difficile à vivre. J'ai appris, ça n'est pas du tout... je ne suis pas en train de faire une considération d'ordre machiste, Dieu m'en garderait, mais j'ai appris que statistiquement, quasiment 100% des femmes, en France en tout cas, c'est des statistiques que m'ont donné les orthophonistes et le chirurgien qui m'a opéré, des femmes qui sont atteintes de sectionnement de la 7e paire et qui ont une paralysie faciale traumatique, tombent dans des dépressions qui sont souvent assez sévères. Et pas les hommes, parce que l'homme a encore le droit, à cause, alors ça c'est toute la profondeur culturelle et toute l'histoire de l'humanité qui explique ça, a encore le droit d'avoir une sale gueule. Parce que c'est l'histoire, mais c'est un problème qui est anthropologique en fait. C'est l'idée que un homme qui grimace, il a une gueule, quoi. Ça veut dire qu'il a une biographie. Tandis qu'une société qui est fondée sur l'idée qu'une femme soit belle et tais-toi, eh bien, à ce moment-là, l'atteinte faite au visage crée évidemment un tourment que l'homme ne connaît pas. Voilà, j'ai appris cela et souvent je suis intervenu devant des patients qui avaient des paralysies faciales pour expliquer combien, pour moi, le fait de disparaître au fond des bois était probablement lié à cette atteinte qui avait été faite à mon visage. Juste une dernière question avant celle du public. Quand on est un homme réparé, on est un petit peu soumis à l'injonction non seulement d'aller bien, mais de devenir une sorte de gourou, de prétendre qu'on aura une vie plus pure, qu'on va vivre bien, qu'on ne se mettra plus en danger, qu'on a rencontré vraiment le sens de la vie, etc. Vous, au fond, si on regarde les choses depuis aujourd'hui, vous n'avez pas changé grand-chose et vous êtes resté un homme qui aime se mettre en danger, qui prend beaucoup de risques. Dans votre dernier livre blanc, on s'en rend compte, vous êtes resté la même chose, un aventurier, vagabond, poète. Mais ça, c'est une question qui m'a passionné après, quand je me suis relevé. La question de savoir si est-ce qu'on est transformé par la blessure, est-ce qu'il y a une métamorphose de l'être. L'idée reçue, l'idée ordinaire, l'idée facile, c'est de se dire que oui, bien entendu, on évolue et qu'on tombe d'un toit ivrogne et on va se relever Bouddha. Et c'est faux. Car en fait, qu'est-ce que c'est que la guérison ? La guérison, c'est le malheur de redevenir soi-même alors qu'on aurait pu être un autre, quoi. Et malheureusement, guérir, c'est de redevenir finalement l'abruti qu'on était. Et finalement, plus vous finissez par vous ressembler avant votre chute, et plus vous considérez que vous êtes guéri, ce qui est dommage. La blessure, enfin en tout cas le moment où vous êtes en convalescence, en rémission, c'est une occasion tout de même de changer. Alors il y a une métamorphose qui est induite, évidemment, qui est obligatoire. C'est celle qui est déterminée par l'affaiblissement, bien entendu. L'affaiblissement physique, une fois relevé, vous êtes quand même plein de séquelles et vous n'êtes plus du tout celui que vous étiez avant que vous chutassiez, quoi. Alors, évidemment, moi j'ai eu une transformation de ma vie qui a été induite par là. Je ne peux plus porter beaucoup, j'ai beaucoup perdu en niveau d'escalade, en niveau de force, en capacité de résistance. J'ai dû arrêter de boire de l'alcool totalement, donc j'ai moins d'inspiration. Donc tout ça, évidemment, tout ça a déterminé un changement. Mais le changement moral, cette idée qui, à mon avis, est une idée reçue, que la blessure vous pourvoit la grâce de pouvoir tout à coup vous faire atteindre la sagesse éternelle, je pense qu'elle est assez fausse, ou en tout cas, elle n'est pas universelle. Je crois qu'il ne peut pas y avoir, on ne peut pas émettre de théorie générale, il n'y a que des cas d'espèce des individus. Et moi, je dois dire que j'ai obtenu tout de même une transformation en moi qui est indéniable et que j'ai pu parfaitement identifier. C'est que l'appétit de vie que j'avais
s'est renforcée. Alors j'étais déjà assez vorace de l'existence, organique, sensuelle, et malgré l'atteinte que j'ai commise par ma faute à l'égard de mon système de réception sensorielle, puisque j'ai perdu la moitié de mon audition, j'ai failli perdre la vue, j'ai perdu la moitié du goût, j'ai perdu l'odorat, il n'y a que le toucher qui est absolument intact, mais mes 5 sens ont quand même pâti de cette chute. Et bien pourtant, en me relevant, j'ai été encore plus sensuel que je ne l'étais avant. En tout cas, encore plus intéressé par l'aventure sensuelle que nous offre le court intervalle de nos vies sur la Terre qu'autrefois. C'est une espèce de dette que je rends au fait que j'ai failli perdre cette grâce de vivre l'aventure sensuelle de l'existence. Alors voilà, j'ai finalement augmenté ma capacité de voracité de l'existence, et il y a eu un court intervalle peut-être pendant lesquels je suis devenu un peu plus sage, mais ensuite, quand je me suis relevé, c'est pour repartir aussitôt et le plus vite possible, ce qui est peut-être dommage. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, c'est-à-dire une occasion d'être un autre. Pour conclure, je ne résiste pas, même si on a largement dépassé le temps, à lire quelques phrases des Chemins Noirs, ce que vous avez écrit justement dans cette immense marche, en signalant d'ailleurs qu'on m'a dit tout à l'heure, Mme Schlemmer m'a dit qu'un film allait sortir sur les Chemins Noirs, qui sortirait en mars, dans lequel Dujardin joue votre rôle, paraît-il. Je précise d'ailleurs qu'il est beaucoup moins beau que lui, et pourtant il n'a pas pourtant il n'a pas de paralysie faciale. Mais c'est un passage dans lequel... Pas mal, hein? Pas mal. C'est juste un passage je trouve que tout Sylvain Tesson est là-dedans. C'était mes chemins noirs. Ils ouvraient sur l'échappée, ils étaient oubliés. Le silence y régnait, on n'y croyait personne. Et parfois, la broussaille se refermait aussitôt après le passage. Certains hommes espéraient entrer dans l'histoire. Nous étions quelques-uns à préférer disparaître dans la géographie. Disparaître dans la géographie, c'est assez vous, ça, Monsieur Tesson. Mesdames et messieurs, vous avez été d'une attention merveilleuse et vous d'une générosité incroyable. C'était un moment extraordinaire. Merci infiniment. Merci beaucoup, Ariane.